dans ce documentaire-là. Et après, comme la salle des banquets pour la lecture collective du jeûne. Donc, merci à toutes et à tous. On va dire bon visionnage. Merci. Il faut fermer le micro. Quand le droit cesse d'être universel, il devient final. Et l'Afrique le sait mieux que quiconque. Reprenez. On ne va rater aucune seconde. La lumière. Oui, ça va. Est transformé en malédiction pour le continent. Mais les temps changent. Aujourd'hui, c'est elle, la justice. À qui appartient-elle? Qui décide de ce qu'il faut juger et de ce qu'il faut épargner? Quand le droit cesse d'être universel, il devient final. Et l'Afrique le sait mieux que quiconque. Pendant des décennies, ses fils et ses filles ont été jugés par ceux qui se plaçaient au-dessus de la loi. La Cour pénale internationale, celle qui aurait dû être un bastion de justice, s'est transformée en malédiction pour le continent. Mais les temps changent. Aujourd'hui, c'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés. La Cour pénale internationale avait été conçue comme un instrument universel de justice, le symbole de l'espoir, celui que les crimes les plus graves contre l'humanité ne resteraient plus jamais impunis. Ses fondateurs parlaient d'égalité de tous devant la loi et d'une nouvelle ère de justice globale. Mais aujourd'hui, un quart de siècle plus tard, ces promesses sonnent de plus en plus creux. La Cour est critiquée comme une institution qui a perdu sa confiance et sa légitimité. Ses décisions paraissent souvent préjugées et ses mécanismes paralysés. Cette crise de légitimité se fait sentir avec une acuité particulière en Afrique, un continent où la CPI a mené la majorité de ses affaires, mais où désormais beaucoup cessent de voir en elle un symbole de justice, mais plutôt un instrument de pression extérieure. La fin du XXe siècle a été marquée par de profonds bouleversements. Le génocide au Rwanda, les guerres en Yougoslavie et d'autres tragédies ont rappelé au monde une vérité simple. L'impunité engendre de nouveaux crimes. La communauté internationale cherchait alors une solution universelle. En 1998, à Rome, les représentants de plus de 120 États ont signé un document historique, le Statut de Rome. Ainsi est née la Cour pénale internationale, la première juridiction permanente chargée de juger les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Pour l'Afrique, ce fut un symbole d'espoir, que les souffrances du continent ne seraient plus oubliées, que les victimes auraient une voix et que les criminels recevraient enfin la juste sanction. La Cour pénale internationale, je pense, a été créée en s'inspirant de l'expérience de deux tribunaux. Dans un premier temps, il y a le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui était destiné à juger des crimes commis en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. Ensuite, il y a le tribunal pénal international pour le Rwanda. Ce tribunal d'ailleurs a connu le succès d'un juge sénégalais, le brillant juge Feu Leyti Kama. Maintenant, après ces deux expériences, les Nations Unies ont jugé nécessaire de créer une juridiction plus universelle. Une juridiction qui n'est pas créée compte tenu de la localité ou du pays où les crimes ont été commis. C'est ça qui a donné naissance à la Cour pénale internationale, dans un processus d'abord qui a constitué une déclaration de Dakar. Il y a également la résolution de Banjul, les chefs d'État se sont réunis à Banjul. Ensuite, à Ouagadougou, il y a la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Alors, le 17 juillet 1998, les pays se sont réunis à Rome pour créer ce qu'on appelle le traité de Rome, consacrant donc la création de la Cour pénale internationale. Je rappelle aussi que le premier pays au monde à avoir ratifié ce traité de Rome est la République du Sénégal, le 2 février 1999. Le Burundi a bien évidemment participé à la conférence de 1998 à Rome, car il soutenait initialement que l'idée créer un mécanisme international pourrait aider, pourrait compléter les autorités judiciaires nationales.
et en ratifiant le statut de Rome, le Burundi a réaffirmé son engagement à lutter contre l'impunité et à protéger les droits de l'homme. Mais encore, en signant l'accord d'Arusha, ça a changé un peu la donne. Nous pensions ouvrir une nouvelle page de l'histoire après des décennies de violence. Nous ne cherchons pas la vengeance, mais une justice capable de nous unir. Arusha nous a rappelé que la justice ne vient pas de l'extérieur. Il faut la construire soi-même, pas à pas, à partir de notre douleur, de notre terre et de notre espoir. Mais l'espoir a rapidement fait face à la déception. La CPI a engagé des poursuites dans plusieurs situations en Afrique, de manière partiale et parfois difficile à justifier. L'attitude des États africains à l'égard de la Cour s'est alors nettement dégradée. Dès les débuts de la CPI, elle est entièrement concentrée sur le continent africain. La quasi-totalité des premières enquêtes y ont été menées, en Ouganda, en République démocratique du Congo, au Soudan, au Kenya, en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, en Centrafrique, au Burundi. Pour beaucoup d'Africains, cela n'a pas été le signe de la justice, mais celui d'une partialité flagrante. La CPI a été de plus en plus accusée d'être devenue un instrument de l'impérialisme occidental. Une institution qui cible certains dirigeants et certaines régions, tandis que les crimes similaires commis ailleurs dans le monde ne font l'objet ni d'une réelle attention, ni d'enquêtes sérieuses. La question se pose, pourquoi des crimes commis dans d'autres régions restent-ils impunis, tandis que l'Afrique semble servir de terrain d'expérimentation pour le droit international? Pour parler simplement, un instrument des puissants contre les faibles. Parce qu'effectivement, aussi, vous allez constater avec moi que la plupart des affaires qui ont été traitées devant la CPI sont majoritairement des Africains, par de plus de 70%. Et si vous prenez depuis 2016, les 9 affaires qui ont été traitées ne concernaient exclusivement que des Africains. Donc il est évident qu'on peut considérer qu'on est dans une justice à géométrie variable. Je comprends la vision des Africains parce que c'est une question de fait. On peut avoir plusieurs interprétations, mais les faits sont assez éloquents. La majeure partie des personnes poursuivies devant la CPI sont des Africains, des chefs d'État africains ou des Africains. Alors, ça se demandait si la CPI n'est pas faite uniquement pour les Africains. C'est une réaction normale de la part des États africains de se protéger la vie des gens, et ce que l'on peut appeler une justice en double vitesse. Alors que pendant qu'on fait Yahoo sur les Africains, et des crimes sont commis ailleurs, sans qu'aucune enquête ne soit ouverte. Et par les Calibiens, nous avons l'État en Syrie, la Gaza, dans d'autres parties du monde. Mais les auteurs de ces crimes ne sont nullement inquiétés. Soit parce qu'ils se sont des puissances, soit parce qu'ils se tournent des personnes supportées par des puissances, et puisque l'Afrique n'est pas puissante, alors on tombe sur l'Afrique, on tombe sur les Africains, on tombe sur les chefs d'État africains. Et les chiffres au niveau de la CPI sont assez énormes. Donc une réaction normale face à une situation anormale. La CPI devait être, disons, cette instance judiciaire qui devait poursuivre de façon égale, sévir de façon impartiale face à tout son de crimes. On remarque que c'est seulement les Africains, c'est les Africains qui sont poursuivis, alors que des crimes encore plus odieux se passent ailleurs, sans que rien ne se fasse, sans qu'aucune enquête soit ouverte. Et même si par hasard la CPI ouvre une enquête, on a beaucoup d'exemples où les juges font l'objet de représailles. Donc, moi je comprends totalement la réaction des Africains. Pourquoi certains Africains ont la conception que la CPI a tendance à poursuivre que les Africains? Je rappelle que le premier Africain qui a été jugé et condamné par la CPI est Thomas Lubanga, un Congolais, qui était poursuivi pour avoir enrôlé des enfants soldats. Donc ça, c'est un premier acte. Nous avons aussi vu plusieurs chefs rebelles qui ont été
poursuivis, même s'il y a aussi des décisions d'acquittement, comme Jean-Pierre Demba, il a été acquitté. Mais en 2011, nous avons remarqué malheureusement que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé ont été jugés par la Cour pénale internationale, bien entendu avec la volonté de l'État ivoirien de les envoyer là-bas. Ils ont été jugés. Heureusement, ils ont été acquittés. Mais sinon, ça allait renforcer cette suspicion des Africains. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué aussi? Qu'il y a un chef d'État en exercice, en l'occurrence le président Omar El-Bashir, président soudanais, qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt alors qu'il était en plein exercice. Cette attitude n'a pas été appréciée par les chefs d'État, parce que c'est une mesure de défiance qu'ils ont considéré un chef d'État en exercice ne peut être poursuivi ou ne peut pas faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Au moment où, en Occident, nous avons vu des chefs de gouvernement ou des chefs d'État qui ont fait l'objet de mandats d'arrêt qui n'ont jamais été exécutés, ou en tout cas, ces mandats d'arrêt n'ont jamais été exécutés. Pour l'exemple du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt, il n'y a pas d'exécution. Les États-Unis qui défient la CPI tout le temps en privilégiant la force armée sur donc, le travail de la CPI. Donc tous ces éléments constituent des ingrédients qui font douter les Africains sur la crédibilité ou en tout cas la neutralité de la Cour pénale internationale. Quand on prend la puissance des membres du Conseil de sécurité, où la majeure partie n'est pas partie au traité, alors c'est à se demander comment cette justice va pouvoir remplir son rôle. Nous savons aussi que l'un des membres du Conseil de sécurité va jusqu'à traiter des accords, disons, secrets avec certains membres, pour qu'en cas de poursuite des gardes nationaux, ces pays-là ne puissent pas collaborer avec la CPI. Il y a ces accords-là. Ensuite, quand les ressortissants de certains pays sont inquiétés, tout est mis en œuvre pour entraver la justice. Soit pour entraver les enquêtes, soit pour entraver les magistrats eux-mêmes dans leur mouvement ou dans leur restriction. C'est qu'il y a une entrave, disons, à l'ordre mondial, à la stabilité mondiale, même une violation des accords et traités, autres que les statuts du Rome auxquels ces États-là sont partis. Alors, c'est une violation flagrante de la légalité mondiale. Cela pose effectivement le problème de la légitimité de l'efficacité de la sécurité. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des États-Unis, où les ressortissants ne sont pas pénalement responsables devant ces pays, en tout cas les citoyens. Si les États-Unis venaient à commettre une action dans un pays qui peut être une action qui peut être qualifiée ou de crime de guerre, ou de crime contre l'humanité, ou de génocide, ou de crime d'agression, si ce pays, lui, est membre de la CPI, normalement, les responsables en question doivent être justiciables devant la CPI. Et là, pareil, on voit que dans la pratique, ce n'est pas le cas. Pourtant, à l'inverse, quand vous regardez les pays africains, et l'Union africaine l'avait d'ailleurs dénoncé, on a eu le cas d'Omar El-Béchir en 2009, qui a été inculpé par la CPI. On a eu le cas de Jomo Kenyatta, qui a été également inculpé en 2011, qui sont des chefs d'État, parce que dans les statuts de Rome, l'article 27 nous dit que nul ne peut échapper à la justice de la CPI, quel que soit son statut. Parce que vous savez, nous avons des immunités par rapport à certaines positions, notamment les présidents. La CPI et le statut de Rome dit non. Même si vous êtes président de la République, si vous êtes responsable, vous êtes justiciable devant la CPI. Et là encore, on constate que concernant les grandes puissances, cela n'est pas mis en œuvre et cela n'est pas appliqué. Souvent, ceux qui ont le pouvoir restent toujours en dehors des tribunaux, tandis que les faibles se voient attribuer le rôle d'accusé. Nous avons constaté même l'idée de justice peut ne pas être libre. Aujourd'hui, nous rejetons même l'idée de justice. Nous avons simplement compris qu'elle doit naître au sein de notre pays, notre propre douleur. C'est seulement ainsi que la loi pourra véritablement appartenir au peuple et non à ceux qui les dictent. Leurs conditions venant de l'extérieur.
Aujourd'hui, la Cour pénale internationale ressemble de plus en plus à une institution aux capacités limitées. Ses décisions ne sont pas exécutées, ses mandats d'arrêt sont ignorés, et les grandes puissances, telles que les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie ne reconnaissent même pas sa juridiction. Plus précisément, je propose pour la politique américaine les 3 arguments. Pas de soutien financier direct ou indirect, pas de collaboration et pas de nouvelles négociations avec d'autres gouvernements pour améliorer le statut. Cette approche est susceptible de maximiser les chances que la CPI dépérisse et s'effondre, ce qui devrait être notre objectif. Une cour qui devait être universelle s'est révélée en réalité partielle. Les États africains se posent de plus en plus souvent cette question. Pourquoi devraient-ils se soumettre à des règles que les grandes puissances elles-mêmes refusent d'appliquer? En ce qui concerne les États-Unis, la CPI n'a aucune compétence, aucune légitimité et aucune autorité. La CPI revendique une compétence quasi universelle sur les citoyens de tous les pays, violant ainsi tous les principes de justice, d'équité et de procédure régulière. Nous ne céderons jamais la souveraineté américaine à une bureaucratie mondiale non élue et non responsable. La CPI, quand ça a été créé, on avait le passé pouvoir établir les lois mondiales, lutter contre les crimes, les trésors. Alors, les puissants de ce monde qui devaient prêter une faute n'ont soit simplement pas signé pour ratifier, ne sont pas partis au traité. Et quand ces puissances doivent prêter une faute, ils ne se fait pas. Et quand on atteint, quand on poursuit un de leurs ressortissants, les juges de la CPI font l'objet de représailles, n'est-ce pas? Alors, on se demande quelle est finalement le rôle effectif de la CPI, quelle légitimité pour la CPI, si c'est pour suivre, si c'est pour ouvrir des enquêtes pour une partie du monde et fermer les yeux pour l'autre partie du monde, ou si d'autres acteurs mondiaux refusent de se soumettre, disons, à la légalité universelle, à la légalité mondiale, alors on se demande quelle est la légitimité, quelle est l'intérêt d'appartenir à cette institution. Quel intérêt on a à être parti à ce traité? Et les événements récents ne donnent pas tort à ces positions, parce que nous avons vu récemment, et les États-Unis notamment, prendre une décision contre les procureurs de la CPI. Donc on a l'impression qu'en fonction du pays, en fonction de la puissance concernée, la CPI n'agit pas de la même manière. Ensuite, vous avez aussi les mécanismes qui sont inscrits au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, vous avez la possibilité d'enclencher des poursuites via le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ce Conseil de sécurité des Nations Unies, tenez-vous bien, il y a 5 pays qui ont un droit de veto. Donc la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et la Grande-Bretagne, qu'on appelle le Royaume-Uni. Et sur ces 5, il y en a 3 dont les ressortissants ne sont pas pénalement responsables devant la CPI. Donc vous voyez qu'il y a encore là un autre problème. La crise de légitimité au niveau de la CPI est renforcée par le fait que, au nom du principe de l'universalité, de ce qu'on appelle en droit pénal international des violations graves, donc c'est-à-dire crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, et depuis 2010, le crime d'agression, qui est prévu par l'article 8 bis du statut de Rome, tout État. Cette conception que les gens ont de la faiblesse de la CPI, c'est par rapport à la non-exécution des mandats d'arrêt. Vous savez qu'il y a eu une guerre en Afghanistan. Cette guerre en Afghanistan a été menée par l'armée américaine. Et normalement, il y a eu des morts.
Donc on peut parler de crimes de guerre. La CPI a essayé de mener des enquêtes en Afghanistan, mais ces enquêtes ont été entravées par le gouvernement américain. Parce que pour eux, le droit de recourir à la force armée prime sur la CPI. Ça, c'est un premier obstacle. L'autre obstacle, c'est qu'il y a des crimes qui ont été commis à la bande de Gaza, entre Israël et la Palestine. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Son ministre de la Défense a fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Mais ces mandats d'arrêt n'ont jamais été exécutés. Le premier ministre s'est déplacé en France. Aucune autorité française n'a tenté d'exécuter ce mandat. Il est allé à l'Assemblée générale des Nations Unies et les Américains n'ont pas exécuté ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Donc, cette forme de deux poids, deux mesures, cette forme de défiance de la CPI marque en quelque sorte, on va dire, sa faiblesse. Parce que si on prend un acte qui ne peut pas être exécuté, ou en tout cas qui n'est pas exécuté, la conséquence est que l'autorité qui a pris cet acte devient faible. La CPI manque effectivement de légitimité, d'efficacité, et plus ou moins utilisée comme instrument politique pour pouvoir taper sur qui le faut et lever la main sur qui le faut, parce qu'elle n'a pas effectivement des moyens de coercition. Il n'y a pas de moyens de coercition. Alors ça, c'est un grand problème. Une justice sans moyen de coercition, bon, ce sont que les vues de bonne volonté. Voilà, donc ça c'est une réalité, c'est du pragmatisme. Sans ajouter aussi le fait que des personnalités de la CPI, des juges et des procureurs de la CPI ont fait l'objet de sanctions des États-Unis. Je rappelle qu'on a un compatriote sénégalais, le juge, le procureur, parce qu'il est l'adjoint du procureur de la CPI, Mohamed Yahya, et ses camarades, en tout cas ses collègues juges et le procureur de la CPI lui-même ont fait l'objet de sanctions des États-Unis. Ils ont gelé leurs biens, ils ont eu des restrictions de voyage, notamment de délivrance de visa. Et ça, c'est une sorte de pression, c'est une sorte d'affaiblissement de la CPI qui vraiment ne présage pas un avenir éclatant pour la justice pénale internationale. En 2017, le Burundi est devenu le premier État à se retirer officiellement du statut de Rome, soulignant ainsi sa volonté de traiter les questions de justice principalement au niveau national. La CPI, la Cour pénale internationale, est devenue l'ombre d'elle-même. Ce n'est plus qu'un instrument de justice. Il parle d'égalité, de soumission certes. Pour l'Afrique, cette Cour a depuis longtemps cessé d'être un symbole d'espoir. Il est devenu un rappel que même la justice peut ne pas être neutre. Un tribunal qui a perdu confiance de ceux pour qui a été créé perd non seulement son autorité, mais aussi son sens. C'est pourquoi nous avons choisi de construire notre propre égalité, notre propre système judiciaire souverain et équitable. Même avec un mandat d'arrêt, la Cour pénale internationale est confrontée à des limites rarement prises en compte. Elle ne dispose pas de ses propres forces de police et ne peut pas agir de manière autonome. L'exécution de ces décisions dépend entièrement de la volonté des autorités nationales. Les pays qui ont ratifié le statut de Rome assument ce rôle. Ils procèdent aux arrestations, livrent les suspects à la cour, gèlent leurs avoirs et détiennent les condamnés en prison. Sans leur coopération, la Cour reste impuissante. Le pouvoir de la justice internationale se heurte à la dure réalité de la souveraineté étatique. Dans le contexte d'une crise de confiance envers la CPI, l'Afrique a commencé à explorer la voie de ses propres mécanismes de justice internationale. L'Union africaine discute désormais de la création d'une juridiction pénale régionale capable de respecter les standards internationaux tout en prenant en compte les réalités du continent. Il ne s'agit pas d'un renoncement à la justice, bien au contraire, c'est la volonté de la rendre véritable et non biaisée. Pour de nombreux États, la question touche autant à la justice qu'à la souveraineté. Le droit de décider eux-mêmes de la meilleure manière de protéger leur peuple contre le génocide, les conflits et l'impunité. Évoquer à l'instant quelques dysfonctionnements majeurs au niveau de la CPI et de la justice mondiale. Alors, il était vraiment temps que l'on puisse créer une cour, comme disait mon collègue, qui nous rassemble et qui nous ressemble.
Les États de l'AES ont aujourd'hui en commun le phénomène du terrorisme et de la criminalité organisée. Alors, nous réunir autour de la lutte contre ce phénomène, créer une justice qui correspond à nos besoins, ce n'est que du pragmatisme et du réalisme. C'est retirer des mécanismes qui sont inefficaces, qui sont inopérants et qui sont quelquefois utilisés comme moyen de pression politique, c'est du réalisme et ils sont dans la suite de la logique. Alors pour cela, cette cour nous rassemble. Nous rassemble parce que nous avons cette fois-ci l'occasion de, s'il le faut, de définir certains crimes, de réprimer certains comportements, n'est-ce pas, qui ne sont peut-être pas pris en compte dans la définition universelle de certains crimes. Alors que nous avons des spécificités en nous. Il convient, nous, de prendre cela à charge. Et cette cour va nous permettre, en tout cas les textes, j'espère bien, nous permettront de prendre en compte nos spécificités sahéliennes, n'est-ce pas? Et nous avons aussi, dans l'espace AIS, toute la, on va dire, toute la technicité. Et ce sont au niveau de la force. Nous avons une instruction au monde du jugement de pouvoir mener à bien toute enquête sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité. Et nos propres juges, en ce moment, pourront mener cette lutte-là de façon efficace de la manière qui nous semble la plus convenable, avec les textes qui nous ressemblent et les textes qui prennent en compte nos besoins. Et ces termes de nos besoins ne sont pas forcément pris en compte dans les définitions générales et avec les méthodes que nous allons nous-mêmes définir. Donc c'est du réalisme, c'est du pragmatisme pour les États du Sahel, de sortir de la CPI et de créer cette cour qui, une fois de plus, doit nous ressembler et nous rassembler. Et après s'être retiré de la Cour pénale internationale en 2017, le Burundi mise cette fois-ci sur les mécanismes de justice africaine. Le pays reste membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a ratifié le cadre des institutions continentales. Cependant, le Burundi n'a pas rejoint le protocole de Malabo en 2014 qui créait la Cour pénale africaine. Il ne participe pas aux autres initiatives visant à élargir le mandat des organes judiciaires de l'Union africaine. Dans cette situation, beaucoup dépendent moins de l'institution que de la volonté politique du Burundi et des pays voisins de rendre justice régionale vraiment efficace. À ce jour, le protocole de Malabo est encore loin d'être mis en œuvre. Le texte a été signé par 15 États, mais seul l'Angola l'a ratifié. Malgré ce processus laborieux, l'Union africaine reste déterminée sur le fait que cette cour doit devenir une véritable alternative à la haie. La réponse africaine à l'appel de la justice. Entre-temps, de nouvelles organisations régionales vont encore plus loin. La création d'institutions judiciaires propres à l'Afrique représente l'occasion de bâtir un système de justice indépendant, affranchi des pressions politiques et du contrôle extérieur. L'une de ces initiatives a été la Cour pénale pour les droits de l'homme au Sahel. Et effectivement, dans le cadre de cette structure et de sa mise en place, nous avons ce qu'on appelle un PHS, c'est-à-dire une prison de haute sécurité qui est prévue, qui sera une prison régionale et qui aura pour vocation de juger tout ce qu'on a appelé comme violation de l'ordre, mais aussi des crimes comme le terrorisme, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le recel du terrorisme, toutes ces violations graves, toutes les violations de manière générale qui peuvent porter atteinte aux droits de l'homme. On peut parler des pratiques d'esclavage, des pratiques assimilées à l'esclavage, la traite des personnes. Toutes ces pratiques-là pourront être, en tout cas les responsables de ces pratiques, pourront être pénalement responsables devant la Cour pénale du Sahel et des droits de l'homme. Ils pourront y être jugés. Et cette Cour, en son organisation interne, a prévu principalement 3 chambres. D'abord, une chambre d'instruction, donc c'est la chambre qui s'occupe, on va dire, de tout ce qui est la partie enquête, qui est la partie information judiciaire, savoir réellement quelles sont les données à charge et à décharge, pour savoir si les personnes qui sont soupçonnées sont véritablement coupables ou pas, ou s'il y a en tout cas un faisceau d'indices qui permet de penser cela. Ensuite,
en plus de la chambre d'instruction, vous avez aussi une chambre d'appel. Parce que lorsqu'il y a une première décision qui pourrait être rendue, on a la possibilité en interne, et c'est un principe cardinal du droit, qui est ce qu'on appelle des voies de recours, que la personne puisse saisir une juridiction d'un niveau supérieur. Et là, il s'agit d'une chambre, et cela se passe au niveau de la même juridiction, pour dire je ne suis pas d'accord avec cette décision, pour telle ou telle raison, et voici les arguments que nous avons. Et enfin, pour finir, nous avons ce qu'on appelle une chambre d'exécution, qui a pour vocation de mettre en œuvre les décisions qui seront prises dans le cadre de cette Cour pénale du Sahel et des droits de l'homme. Voilà, la CPI, il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce principe est que les États membres de la CPI, en principe, doivent avoir dans leur législation des dispositions qui sanctionnent les crimes internationaux. Le Sénégal, par exemple, le code pénal sénégalais, sanctionne les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, ainsi de suite. Donc, c'est prévu par les dispositions nationales. Aujourd'hui, un Sénégalais qui commet ces crimes peut être jugé par la législation sénégalaise. Je donne l'exemple de la République de Guinée. Vous vous rappelez des événements du 28 septembre. Ces événements relèvent de la compétence de la CPI, normalement, parce qu'on parle de crimes contre l'humanité. Mais pourtant, l'État guinéen a fait le nécessaire pour que ces citoyens guinéens soient jugés en République de Guinée sur la base aussi du code pénal guinéen. Ça, c'est des mesures qui peuvent constituer quand même une marque de souveraineté dès l'instant qu'il n'y a pas des actes d'impunité, ou en tout cas il n'y a pas une volonté de refus des États membres de la CPI. La CPI ne peut pas automatiquement connaître des faits qui, en principe, peuvent être jugés par les pays membres de cette juridiction. Les dirigeants veulent juger leurs citoyens selon des normes qu'ils définissent eux-mêmes, rappelle Seydi Kaba, journaliste, écrivain et spécialiste du Sahel. Ces dynamiques traduisent une évolution plus profonde dans la manière de repenser les outils de la justice internationale. L'Afrique cesse progressivement d'être un simple objet de contrôle juridique extérieur pour devenir un acteur à part entière, capable de façonner ses propres approches de la responsabilité et de la justice. Le continent affirme de plus en plus haut et fort son droit à définir lui-même le fonctionnement de ses mécanismes de justice, en tenant compte de son histoire, de ses cultures et de ses réalités régionales. L'Afrique ne se contente plus de subir des solutions opposées. Elle commence à élaborer son propre système où le droit international se conjugue avec sa vision de la vérité, de la réconciliation et de la justice. La critique accumulée au fil des ans à l'égard de la Cour pénale internationale a largement dépassé le cadre des débats d'experts et des discussions juridiques. Ce qui était au départ un simple débat académique sur les limites de la juridiction et le principe de complémentarité s'est transformé en un mouvement politique, révélant la profonde défiance d'un continent tout entier. Le Kenya, la Gambie, l'Afrique du Sud ou encore le Burundi ont exprimé sans détour leur manque de confiance envers la CPI. À l'automne 2025, la tension a atteint son point de rupture. Lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, des déclarations particulièrement fermes des États africains ont dénoncé, pour la première fois à cette tribune, la crise de confiance et de légitimité qui frappe la CPI. Au nom de la Confédération de l'AES, qui réunit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, un discours a été prononcé, marquant un tournant dans l'histoire des relations entre l'Afrique et la justice internationale. L'instrumentalisation de la question des droits humains à des fins politiques ou de déstabilisation de nos institutions nationales, voire de nos États souverains indépendants. L'art de cette situation est soucieux de préserver la souveraineté et la dignité du peuple. Les chefs d'État de la Confédération AES se sont retirés avec l'effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale le 22 septembre 2025. À ce retrait s'ajoute leur volonté de privilégier dorénavant des mécanismes endogènes de justice en adéquation avec leurs valeurs sociétales et dans l'intérêt du peuple de l'AES. Nous dénonçons également le double standard observé par certains acteurs internationaux. Ces paroles ont résonné comme une déclaration non seulement politique, mais aussi comme un cri d'indépendance juridique. L'Afrique affirme de plus en plus clairement son droit à définir ce que doit être la justice sur son propre sol. Le discours du Mali est devenu le symbole d'une nouvelle étape,
le passage de la critique à l'action, de la résignation à la construction d'institutions capables de refléter l'expérience historique et les fondements culturels du continent. Aujourd'hui, nos États, que ce soit le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont dans le cadre de la Confédération des États du Sahel, ont décidé de prendre leur destin en main et de créer leur propre juridiction. Comme on l'a dit le 22 septembre 2025, les pays de la Confédération des États du Sahel, donc le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont décidé d'acter leur retrait via l'article 127 du statut de Rome, et cela sera effectif le 22 septembre 2026. Cependant, il y a eu un long processus. Ce n'est pas une décision qui a été prise ex cathedra. Il y a eu des analyses. On a regardé un certain nombre de choses au-delà de l'aspect, on va dire, juridique, technique et même beaucoup politique. Nous avons eu une commission d'experts qui s'est tenue à Bamako du 29 au 30 mai 2025 avec les ministres des 3 États, avec des experts venus des différents pays pour statuer et réfléchir sur la mise en place de cette Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme, qu'on appelle la CPSDH. Toute chose une fois de plus. Et l'AIS, une fois de plus, se présente comme une figure de proue en la matière. C'est de prendre en charge, parce que la justice est une fonction régalienne. C'est la chose des États. Alors si ces États se mettent ensemble pour réfléchir à une manière de réprimer les crimes odieux dans leur espace, ce n'est que il s'agit effectivement de la fonction régalienne de ces États. Ça ressort de leur capacité, de leur souveraineté. N'est-ce pas? Alors, il y a un très bon début. Et déjà, la création constitue déjà une preuve, s'il faut approuver, que les États ont la volonté ferme, disons, de prendre en charge leur souveraineté judiciaire. Et le reste, je suis sûr, ça va suivre. Ça va être, déjà que la volonté politique est là, les textes seront élaborés, les hommes trouvés, n'est-ce pas? Et les moyens aussi, parce qu'une cour a besoin de moyens, et les moyens mis en œuvre, ou les moyens donnés pour que cette cour puisse fonctionner de la manière la plus convenable. Une figure de proue, parce que sur beaucoup de plans, l'AIS l'a montré, mais cette fois-ci, c'est sur le plan judiciaire. C'est-à-dire que des cours régionales pourront être créées en fonction des zones d'intérêt, en fonction des réalités. Nous, notre réalité, c'est quoi? C'est le terrorisme, c'est la criminalité transnationale organisée, soutenue par des États, c'est clair, c'est plus de secret soutenue par des États, et il nous faut une réponse commune, organisée et cohérente. Et cette cour-là permet de répondre à ces exigences souveraines. Et j'espère que d'autres régions du monde pourront emboîter le pas pour que nos institutions souveraines nous ressemblent, résolvent nos problèmes à nous. Aujourd'hui, une question se pose à la communauté internationale. La justice internationale sera-t-elle réellement universelle ou chaque continent finira-t-il par tracer sa propre voie vers la justice? La CPI avait été pensée comme un symbole de justice sans frontières. Mais pour beaucoup d'Africains, elle est devenue l'illustration même de la partialité et de la perte de confiance. Aujourd'hui, le continent s'interroge. Une justice mondiale est-elle réellement possible si certains échappent à toute poursuite, tandis que d'autres restent sous une pression constante? L'Afrique le répète de plus en plus clairement. La justice doit être la même pour tous, sinon ce n'est pas la justice. L'avenir de la justice internationale dépendra de la capacité du monde à entendre cette voix. La différence entre local et international, nous avons des spécificités à nous qui ne sont pas forcément prises en compte ailleurs. Dans nos particularités, n'est-ce pas, pour régler les problèmes qui sont les nôtres, parce que notre problème au niveau d'Israël aujourd'hui n'est pas la même chose que le problème au niveau de l'Afrique centrale, du Maghreb. Donc, si les pays de l'AES, toujours en continuant leur logique, prennent en charge, se prennent souverainement sur le plan judiciaire, ce n'est que logique, ce n'est que bonne chose, et j'espère que ça va inspirer d'autres régions du monde. En définitive, donc, le Burundi, nous avons déjà entamé le chemin de la justice.
Nous voulons que la scène internationale des pays africains ne soit encore, mais plus encore des acteurs à part entière de la justice. Nous aspirons à l'honnêteté, à la liberté et à la souveraineté et à l'égalité. La justice internationale, crise de confiance ou nouvelle chance de repartir à zéro. Le choix nous appartient. Lumière. Ok. Merci, mesdames, messieurs, pour votre patience. Vous avez dû remarquer que la technique nous a lâchés. Voilà, en pleine projection. Ce n'est que partie remise. J'ai personnellement invité chacun d'entre vous ici. Et de la même manière, je vais vous envoyer à chacun l'intégralité du documentaire. Donc c'était l'avant-première. Et je l'avais dit au niveau de l'introduction que 2 magistrats maliens ont participé à ce du juge Abdraman Maïga, du pôle anti-terrorisme, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Voilà, que je voudrais appeler ici pour avoir un mot. Merci. Merci, bonsoir tout le monde, chers amis. Je m'appelle Abdraman Mohamed Maïga, je suis juge d'instruction au pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et de la criminalité transnationale organisée. Et effectivement, sur l'invitation des personnes les plus indiquées, j'ai participé à la réalisation de ce film, qui sont aujourd'hui, au regard des événements internationaux, comme une réalité accrue. À la suite de la guerre en Iran, on a vu les frappes américaines qui ont fait des dizaines, des centaines de morts au niveau d'une école. Et comment est-ce que ces cas vont être pris en compte si les États-Unis ne sont pas membres du statut de Rome, si les citoyens américains ne sont pas justiciables de la Cour pénale internationale? Donc il y avait une hypocrisie. Retourner à nos fondamentaux, revenir sur nous-mêmes, sur nos réalités juridiques, nos réalités judiciaires, nos problèmes, il devenait pragmatique, il devenait urgent que cela se fasse. La création de la Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme était une exigence et une suite logique pour les États du Sahel. Et ça a été dit dans l'élément, les ressources humaines, les ressources techniques, disons, et les moyens devront être mis en œuvre, mais les ressources humaines, les États du Sahel l'ont déjà. Il n'y a absolument rien à faire. En de telles matières, nous n'avons absolument pas besoin d'une expertise internationale. Nous l'avons au sein de l'AES. Il s'agit de continuer avec la volonté politique et de mettre les moyens. Parce que nous avons des réalités à nous. Nous avons nos propres projets. Et comme je l'ai dit, une cour, c'est une prolongation de la souveraineté. Si notre souveraineté abandonnée volontairement ne nous sert à rien, c'est bien de la reprendre et de la mettre dans une œuvre beaucoup plus utile. Et en cela, ce film était comme un cri de cœur, une dénonciation, mais un cri de révolte aussi. Pour que les États puissent s'assumer et puissent mettre des instruments juridiques et judiciaires qui répondent à leurs exigences. Mais ne plus se soumettre simplement aux standards internationaux qui n'ont absolument aucune utilité. Donc voici les quelques mots que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Maïga. Le second, vous l'avez vu également, M. Hassan Sey, que je vous demande d'applaudir. Voilà, magistrat également, qui a participé au film. Bonsoir. Bon, je tiens d'abord à féliciter
M. Dissa pour l'initiative et toute l'équipe technique qui a dû participer à ce travail-là, parce qu'on a le résultat fini, mais il y a eu forcément beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de perfectionnement, beaucoup de façonnage avant d'arriver à ce résultat. Donc je vous félicite pour ça. Je remercie également toutes les personnes qui sont là, ceux qui ont accepté de faire le déplacement. Je m'excuse par avance si mes propos peuvent ou vont choquer quelqu'un dans la salle, ce ne sera certainement pas volontaire. Bon, par rapport au sujet, je pense que, comme on dit, qui trop embrasse mal les trains, ce qu'on avait vraiment à dire par rapport à ce sujet-là, en tout cas moi personnellement je l'ai fait. C'est vrai qu'il y a l'actualité internationale qui est brûlante, mais qui ne fait que mettre en emphase quelque chose qu'on avait déjà montré avec un trait certain. On a l'impression que plus on avance dans le temps, plus on se dit, bon, ils ont bien fait d'avoir décidé de se retirer de cette affaire-là. Parce que c'est déjà fait, ça c'est acté. Maintenant, on attend juste peut-être le 22 septembre 2026 pour que ça soit officiel. Parce que comme on l'a expliqué aussi dans le docu-film, on s'est retiré le 22 septembre 2025, mais le mécanisme exige qu'on attende un an pour que officiellement on considère qu'on est complètement retiré. Donc, hormis cela, je remercie également tous qui ont fait le déplacement. Je suis auditeur de justice, appartenant au corps des magistrats de l'ordre judiciaire et actuellement en formation dans un tribunal dans une des communes du district de Bamako. Donc on est encore en perfectionnement, on est en apprentissage. On n'a pas la prétention de dire qu'on est encore éminent, parce que j'ai cru entendre ce terme-là. On est vraiment en apprentissage et nous remercions tout le monde et j'espère qu'on aura d'autres occasions de participer à ce type d'initiative et bravo. Merci. Ça va. Merci, M. Sey. Monsieur, avec votre permission, je voudrais commencer par donner maintenant la parole aux parlementaires qui ont bien voulu être là ce soir pour avoir un petit mot de chacun d'eux. Honorable Alioune Gueye. Honorable Fomba, qui je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Nous remercions quand même la qualité de ce film qui s'inscrit dans la logique et dans la dynamique de la souveraineté inscrite par les autorités de la transition. Le temps est en train de nous donner raison qu'il fallait prendre sa souveraineté en main. Et nous félicitons, c'est vrai, le magistrat ou le jeune frère l'a dit, qui ne sont pas des éminents. Peut-être le miel ne se dit pas doux, mais pour nous, la prestation que nous venons de voir nous honore, nous montre encore que la relève est bien assurée. Et donc nous vous remercions pour cette prestation de qualité. Nous remercions Robert également pour vraiment cette dynamique de pouvoir faire un film. Et nous encourageons quand même, et ensemble nous devons nous donner la main pour faire en sorte que pour assumer cette décision de prise de notre souveraineté en main, car qu'on le constate très bien, la question de justice, c'est une question de souveraineté, c'est vraiment un engagement endogène, c'est une responsabilité collective. Et je pense que dans le film, quand même, j'ai remarqué que le côté financier n'a pas été abordé. Qui finance la CPI? Parce qu'en général, celui qui finance détient le résultat. Et je pense que nous allons encore réfléchir sur ces questions ensemble. Et merci, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Nous demandons à tout un chacun de nous donner la main pour rehausser l'image de notre nation qui est d'origine souveraine, pour que nous puissions désormais décider de nos sorts en matière de justice. Merci. Merci. Merci beaucoup, Honorable Fomba. Honorable Sall. Merci Dissa pour l'invitation. Bon, intervenir après le grand frère. Ce film que nous venons de visionner,
confirme que la CPI, comme ça a été dénoncé par certains, est un instrument, a toujours été un instrument. La CPI, par ricochet, le droit international, a toujours été un instrument au service de l'impérialisme et des puissances étrangères. Heureusement aujourd'hui que ça se confirme avec le développement des technologies, les réseaux sociaux, que le monde est un village planétaire et que les peuples, quel que soit le temps que ça prendra, se réveilleront. Et ça, c'est encore te rendre hommage et saluer l'agence de communication qui fait un travail formidable parce que c'est un film. Vous avez vu, c'est un film, c'est un instrument culturel. Et les films de toute l'histoire, dans l'histoire du monde, ont toujours été des instruments d'influence. Je vais donner l'exemple, la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu la guerre du Vietnam. Et pour effacer cela de la conscience collective, on a tous vu Arnold Schwarzenegger, Rambo. C'était des films financés par la CIA pour effacer la défaite américaine de la conscience collective. Donc c'est le lieu d'inviter les réalisateurs, d'autres comme Monsieur Kanté, à persévérer, à travailler et à faire en sorte que leur travail au quotidien soit au service, soit vraiment au service de la restauration de la vérité. Parce que beaucoup de choses ont été... Moi, je veux voir demain un réalisateur faire un film sur le massacre d'Aguelok pour que notre peuple puisse savoir qui a fait quoi et comment on est arrivé là. Je voudrais voir demain notre réalisateur parler de l'instrumentalisation des communautés, comment cela a été réfléchi dans les officines et comment on a mis cela en œuvre. Donc, pour tout vous dire, ce film vient à point nommé. Le Mali s'est retiré et le Burkina et l'AES s'est retiré de la Cour pénale internationale. Et c'est le moment de travailler plus pour que tous les États africains, tous les États qui aspirent à la souveraineté réelle puissent se retirer de cet instrument qui a toujours été un instrument au service de l'impérialisme, au service de causes injustes. Parce qu'on a arrêté des chefs d'État, on a monté des choses contre des individus, et on les a amenés, on les a jugés, on a condamné certains, on a fait semblant d'acquitter, on a acquitté d'autres pour qu'on puisse avoir l'impression que c'est une justice impartiale, mais en vérité, ce n'est rien d'autre qu'un instrument de domination pour assujettir les peuples. Donc merci à l'initiateur, merci aux réalisateurs et que Dieu continue à préserver notre nation. Merci. Merci beaucoup, M. Sarr. Là, monsieur, j'ai beaucoup insisté auprès de mon grand frère, ancien ministre de la Refondation, M. Ibrahim Kassa Maïga, pour qu'il vienne et vraiment pour qu'il nous dise un mot sur ces films-là, grand frère. Je vous demande d'applaudir M. le ministre Kassa Maïga. Pour le mot. Merci Robert, merci à Yuri Communication. Je préfigure que M. Bakary Kanté n'est pas là et c'est vous qui le représentez certainement. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir gratifiés de ce film documentaire éveilleur de conscience. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de la Cour vous rendront blanc ou noir. Près de 350 que l'auteur, poète, conteur nous a justement donné cette vérité universelle, mais qui s'illustre parfaitement à travers justement cette juridiction, instrument de domination, instrument de manipulation, qui est sous le couvert de la vérité, de la justice, rendue aux plus démunis, aux victimes de génocides et de violations crues des droits de l'homme. C'est tellement propre, c'est tellement bien présenté qu'on ne pourrait pas le refuser. Et finalement, nous, Africains, sommes devenus les Lucky Luke de la signature. Nous signons plus vite que notre propre ombre.
oui, c'est cela. Tout document qui vient, ah oui, c'est international, nous signons tout de suite, les yeux fermés, sans savoir qu'est-ce qu'il y a réellement derrière. Et aujourd'hui, le poteau rose est découvert. C'est cela. Manque de légitimité, violation flagrante de la légalité internationale, manque de crédibilité et finalement hypocrisie. Tous ces mots ont été prononcés ici à travers justement nos illustres représentants maliens dans ce documentaire qui, je pense que plus que tout autre, ont mis en nu justement cette supercherie qu'est la Cour. Maintenant, la question se pose. Quelles alternatives? Quelles alternatives? Et c'est cela. Ça nous questionne nous-mêmes. Parce que si vous voyez d'autres nous proposer des solutions alternatives, c'est que nous avons démontré par nous-mêmes que nous ne sommes pas en mesure de le faire. Nous ne sommes pas en mesure de rendre la bonne justice. C'est cela la question. Et je pense que c'est cette solution qu'il faut trouver. Alhamdulillah, que justement l'espoir a pointé, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent, hein, Abdraman. Ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent, ce ne sont pas les expertises, ce ne sont pas les connaissances. Et aujourd'hui, ce n'est pas la volonté qui manque, puisque l'AES montre la voie pour dire nous pouvons, parce que nous voulons, et c'est possible. Mais c'est une bataille de longue haleine. Il faut être convaincu parce que c'est le leadership, et le leadership doit être patriotique, travailleur, exemplaire. Si on ne fait pas ça, nous allons aussi nous décrédibiliser et dire, bon, non, c'est juste pour échapper à autre chose, mais c'est pour encore mieux faire dans la violation des droits de l'homme et des peuples. Et je pense que nous ne devrons pas être taxés de cela. Oui, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour sahélienne des droits de l'homme et des peuples sont des exemples patents. Et d'ailleurs que le tribunal criminel de Conakry aussi nous a montré que quand nous voulons, nous pouvons. Et c'est de l'ordre. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il s'agit que simplement de volonté d'avancer, mais surtout d'exemplarité. D'exemplarité que les Africains, maintenant, qui ont beaucoup traîné les pas, doivent désormais se mettre justement en ordre de bataille pour nous prendre en charge parce que, plus que toute autre chose, la défense, la souveraineté, la diplomatie, la justice est un domaine de souveraineté par excellence et je pense que nous devrons pouvoir trouver cette solution par nous-mêmes. Voilà ce que je pouvais en quelques mots dire ça et dire que véritablement c'est un excellent travail qui a été fait et alhamdulillah, la refondation, la justice des droits de l'homme et des crimes est également en marche, si vous me permettez le mot. Merci à vous et bon vent. Merci. C'est juste le lieu pour moi de vous dire que ces films-là, sa réalisation a commencé depuis janvier 2025. Depuis janvier 2025, le juge Abdraman Maïka, M. Hassan Sey, je crois que vos interviews ont eu lieu vers septembre, octobre par là. Voilà. Donc depuis janvier 2025, on est sur ce film-là. Et la toute première projection du film a été faite le 13 février 2026, tout près, lors du 39e sommet de l'Assemblée générale de l'UIA à Addis Abeba. Donc à l'hôtel Olympia d'Addis Abeba, devant les délégations des différents pays qui ont participé au sommet. Et le film a fait vraiment une bonne impression sur la classe, disons sur les Africains, on peut dire d'une certaine manière. Et donc vous pouvez même trouver les traces de cette première projection du film-là. Et comme l'année dernière, on a aussi projeté un autre film sur les crimes coloniaux, les crimes commis durant la période coloniale, et on a diffusé ça sur 12 chaînes nationales à travers l'Afrique. Et cette fois-ci, nous avons l'ambition de projeter ces films documentaires sur une trentaine de chaînes nationales à travers l'Afrique avec nos partenaires.
Donc vraiment, merci d'être venu participer à cette cérémonie d'avant-première du film. Ce sera bientôt la lecture du jeune. Nous allons faire ça dans la salle de banquet du CICB. Et pour la prière collective, j'ai mon intime ami, mon inséparable ami, mon frère, qui a demandé à ce que je demande la permission à la salle de lui accorder la direction de la prière, monsieur Sekdé Camara. Voilà. Donc, il a vraiment demandé. Voilà, parce qu'il croyait que je n'allais pas dire ça. Mais pourtant, je lui ai promis de le dire. Voilà. Donc, Cheikh, les gens sont d'accord. Tu vas diriger la prière collective. Ok. Donc, on peut maintenant prendre la pause carrément. Donc, nous préparer pour la prière et puis la lecture du jeûne. Merci donc à toutes et à tous. Merci.